Bonjour à tous et merci de vous connecter. Merci d'aimer la vidéo, de la partager au plus grand nombre. Vous savez que désormais nous faisons l'objet d'attaques de la part de machines france-africaines qui se connectent comme vous. Pas pour suivre le discours qui les énerve, un discours qu'ils ont en horreur, mais plutôt pour l'interrompre, pour empêcher que je vous livre ma part de vérité. Et vous savez qu'au Gabon, nos hommes politiques ne se distinguent pas par leur capacité à dire la vérité. Donc, les France-Africains qui n'apprécient pas du tout notre posture intellectuelle et politique s'emploient à systématiquement venir à nos différentes communications pour les empêcher d'avoir lieu. Donc vous devez partager cette vidéo au plus grand nombre après l'avoir aimée. Plus nous serons nombreux à être ensemble et mieux cette vidéo se portera et pourra aller jusqu'à son terme. Donc partagez la vidéo. Ne soyez pas égoïste. Faites en sorte que la majorité des connaissances que vous avez sur le réseau, sur Facebook notamment, puissent suivre en direct cette communication politique que je vais délivrer aujourd'hui. Je suis Privat Ngomo, alias le charismatique. Oui, j'ai demandé à la jeunesse gabonaise, et peut-être un jour africaine, de m'appeler le charismatique. K-R-S-M-T-K. Un nom codique tout en consonnes, comme l'écriture Medu Neter des Kamites, la première écriture de l'humanité. Je suis le responsable du mouvement New Power. En français, vous pouvez dire le nouveau pouvoir. Nous voulons instituer au Gabon, en Afrique centrale, en Afrique francophone, un nouveau pouvoir qui va assurer non pas l'alternance, qui n'est qu'un changement de figurine, un changement de marionnette dans un même système, mais instaurer une alternative qui est un changement total de repère, de paradigme. Nous voulons un nouveau pouvoir avec de nouvelles personnes, des femmes, des hommes nouveaux qui apporteront un plus, une fraîcheur à la politique du Gabon, à la politique d'Afrique centrale, à la politique d'Afrique francophone. Nous voulons des hommes et des femmes débarrassés du complexe d'infériorité. Nous voulons des hommes et des femmes qui ne sont pas des larbins de la France, des valets, des laquais, prêts toujours à courber les chines devant la puissance coloniale. Nous voulons des hommes et des femmes qui sont débarrassés de ce sentiment que sans la France, nous ne pouvons pas nous en sortir. Ce sont ces hommes et ces femmes qui vont construire un nouveau Gabon. Ces femmes et ces hommes intègres et compétents qui vont garantir la liberté d'expression dans notre pays, qui vont garantir la bonne gouvernance et qui vont donc assurer à notre pays, le Gabon, le développement dont il a besoin. Et au-delà du Gabon, dans des accords de coopération, le bonheur de l'Afrique centrale. Car nous sommes un pays riche et la sous-région d'Afrique centrale est la région la plus riche du continent africain. Et si on vous dit que le continent africain est le continent le plus riche de la Terre, ne soyez pas surpris.
Le continent africain est au mi-temps de la planète. Nous sommes traversés par l'équateur. Il y fait toujours chaud. Le soleil donne et produit de la chaleur. Cette chaleur produit des réactions chimiques sur notre sol. Réactions chimiques qui vont donc forcément donner des minerais d'une diversité et d'une richesse incroyable. Ce n'est pas le cas des autres zones de la Terre où souvent il y a eu des glaciations qui ont duré pendant des millénaires. Nous sommes le continent le plus riche de la Terre. Il faut que les Africains qui en doutent en soient persuadés. Et ce n'est pas la situation actuelle, c'est vrai, qui n'est pas reluisante, qui doit cacher cette vérité fondamentale, historique et authentique. Donc, le New Power a l'ambition de développer le Gabon, l'Afrique centrale, l'Afrique francophone et arrimer cette partie du monde aux autres Afriques qui sont depuis libres, car elles se sont affranchies du joug colonial britannique, lusophone, hispanophone. Mais pour arriver à ce résultat, il nous faut d'abord être fondamentalement souverainiste, avoir envie de bâtir soi-même son pays, son continent. Or, aujourd'hui, dans l'Afrique francophone, l'Afrique dite francophone, ce terme commence vraiment à nous agacer, mais ce n'est que comme ça qu'on peut se faire comprendre. Dans cette Afrique-là, la souveraineté se retrouve pour l'heure entre les mains de la France officielle et des réseaux et de la France-Afrique, aujourd'hui dirigée par Emmanuel Macron. C'est cet homme et ses amis, cette oligarchie, qui détiennent la souveraineté des pays africains de l'espace francophone. Et donc, décident à notre place, décident les dirigeants qui doivent avoir à la tête de nos pays, décident de la monnaie, de l'économie sur laquelle nous évoluons, décident de la langue officielle que nous devons utiliser, comme en ce moment j'utilise le français, décident finalement de tout. Nous ne sommes donc pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Donc nous devons être ouvertement anti-France-africains pour aller combattre et arracher à nos adversaires, voire nos ennemis, ceux qui détiennent notre souveraineté. Et enfin, ce combat ne peut pas se réaliser si chaque pays reste dans ses frontières artificielles, dans des frontières finalement qui nous affaiblissent, car en micro-État, comment pouvons-nous vaincre un adversaire qui a, comme la pieuvre, ses tentacules dans tout l'espace du sous-continent africain francophone? Comment le petit Gabon pourrait-il vaincre la grande France? Comment le petit Cameroun pourrait-il vaincre la grande France? Mais réunissez l'Afrique centrale, réunissez l'Afrique de l'Ouest. Regardez la taille que nous avons, regardez la population que nous avons. Vous voyez que la France ne fera plus du tout le poids. Voilà pourquoi, fondamentalement, au New Power, nous sommes néo-panafricanistes. Vous commencez à découvrir notre mouvement, qui est associatif, politique et international, et dont le triptyque foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste vient de vous être expliqué. Aujourd'hui, jeudi 9 juin 2022, j'évolue dans le cadre de la série Gabao 2023 que j'ai initiée à l'attention des jeunes Gabonais en prélude à l'élection présidentielle gabonaise qui aura lieu en août 2023, c'est-à-dire dans environ quelques mois, près de 14 mois. J'ai voulu instruire la jeunesse gabonaise. J'ai voulu lui dire les vérités qui sont cachées
par les hommes politiques classiques que vous connaissez, qu'ils évoluent dans le pouvoir, parce qu'ils sont du PDG, ou dans l'opposition, quand ils sont des ex-PDGistes, reconvertis tardivement dans l'opposition, ou quand ils sont parfois des opposants france-africains, qui attendent simplement leur tour et vont faire la manche à l'Élysée pour pouvoir remplacer la marionnette lorsqu'elle ne sera plus d'usage. Je n'appartiens pas à cette génération d'hommes politiques. Je suis un disciple de la Marthe et je dis la vérité, car dire la vérité est juste. Et une jeunesse qui s'instruit sur une base authentique et véridique est une jeunesse qui va véritablement prendre en conscience les enjeux et jouer la part qui est la sienne dans le développement de son pays, le développement de notre pays, le Gabon. Voilà la mission que je me suis donnée dans le cadre de cette série Gabao 2023 adressée à la jeunesse gabonaise qui devra faire le bon choix en 2023. J'ai décidé pour aujourd'hui de choisir une thématique actuelle. J'ai décidé de parler de Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, qui, pour ceux qui suivent l'actualité de cette femme sur les réseaux sociaux, a été condamnée à mort par les services secrets français qui sont sous la tutelle de la France, parce qu'elle dérange, parce qu'elle voudrait chasser, dit-il, la France d'Afrique. Et donc, sa tête a été mise à prix. Et je veux défendre la vie de cette dame, qui est une source d'inspiration pour la jeunesse africaine, particulièrement les femmes, qui doivent la prendre en exemple. La thématique d'aujourd'hui est « Pourquoi je défends la vie de Nathalie Yamb ?» Pourquoi je défends sa vie? Pourquoi je veux qu'elle soit parmi nous pendant longtemps pour continuer à nous expliquer des réalités qui sont cachées par les hommes politiques à la solde de la France. J'ai donc décidé de vous en parler selon la structure suivante de mon propos. En deux temps. Le premier va consister à présenter cette charmante dame, brillante et splendide. Et le second temps, expliquer pourquoi la France veut la faire taire définitivement. Et après ces deux chapitres explicités, je vais conclure cette vidéo. Commençons par le premier point. Qui est Nathalie Yamb? Alors, naturellement, vous pouvez aller sur Wikipédia, la bibliothèque multimédia, et vous aurez les informations qui vont vous être présentées maintenant. Nathalie Yamb est une femme, aujourd'hui de 52 ans, car elle est née le 22 juillet 1969, donc le mois prochain viendra le jour de son anniversaire. Elle est née à Granichen, en Suisse. Sa mère est suissesse, c'est ainsi qu'on dit des femmes, un homme, un Suisse, une femme, une Suissesse. Sa mère est suissesse et son père est camerounais. Et je pense, selon son nom, Bassa. Je peux me tromper. Elle me corrigera lorsqu'elle aura accès à cette vidéo. Elle est donc née en Suisse et a grandi dans ce pays. Et puis, sur le plan universitaire, elle fait ses études de sciences politiques, de journalisme et de communication en Allemagne. Elle est diplômée en sciences politiques et en journalisme
et elle va commencer sa carrière en 1992 dans l'industrie télévisuelle en Allemagne. Sur le plan professionnel, de retour au Cameroun, elle décide de ne pas travailler en tant que journaliste et préfère occuper des postes stratégiques dans l'industrie publicitaire. Et là, elle sera non seulement journaliste, mais consultante en stratégie. Elle a travaillé comme responsable des ressources humaines et de la communication pour la filiale camerounaise de l'amateur suédois Maersk. Elle a dirigé au Nigeria, où elle a vécu également, le service emploi et formation d'APM Terminals, une filiale également de Maersk. Maersk est un amateur suédois. En 2007, Nathalie Yamb décide de s'installer en Côte d'Ivoire pour occuper le poste de directrice générale des ressources humaines pour la filiale locale de l'opérateur de télécommunications MTN. Elle change là naturellement de métier. De 2009 à 2014, Nathalie Yamb supervise le développement de compétences de l'opérateur télécom en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Plus tard, elle devient le porte-parole de l'ancien chef d'État ghanéen, Jerry Rawlings, aujourd'hui décédé, duquel elle était très proche. Puis, elle devient conseillère exécutive de la mairie d'Azaguié en Côte d'Ivoire, mairie aujourd'hui qui doit avoir pour maire Mamadou Coulibaly, qui est son mentor politique. Ça nous amène donc maintenant à la dimension politique de Nathalie Yamb. Elle s'engage en Côte d'Ivoire, aux côtés de Mamadou Coulibaly, qui est le chef d'un parti qu'il a dénommé Leader, qui veut dire Liberté et démocratie pour la République. Précisons au passage que Mamadou Coulibaly était d'abord membre du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, dont il a été le ministre des Finances. Et déjà là, il a marqué ses positions anti-franc CFA, ce qui n'était pas trop du goût du maître d'Abidjan d'alors, qui lui voulait composer avec la France-Afrique, et naturellement le franc CFA était une des compromissions qu'il fallait accepter. Ce n'était pas la position de Mamadou Coulibaly, cela a plus ou moins refroidi les relations entre les deux hommes. Ensuite, quand il sort du gouvernement, par la volonté du président Gbagbo, Mamadou Coulibaly devient président de l'Assemblée nationale et désormais membre de l'opposition avec son parti Leader. Lorsque Nathalie Yamb s'engage aux côtés de Mamadou Coulibaly, elle adhère en 2011 précisément au parti qu'elle a rejoint en 2007. Elle prend la défense de ce dernier, précisément en 2007, quand il est accusé de dissidence par le président Laurent Gbagbo, qui, je vous l'ai dit, n'a pas beaucoup apprécié ses positions anti-France-africaine. Elle va donc de plus en plus s'engager et donner donc un son de cloche bien différent à travers un blog qu'elle appellera le blog de Saoti, avec un pseudonyme qui sera une sorte d'anagramme de son nom. Et en créant ce blog, elle entend en faire un instrument de dénonciation des actions du gouvernement d'Alassane Ouattara aussi, quand il prendra le pouvoir, et elle promeut l'autodétermination africaine. Ce sont les positions qu'elle défendra jusque quand, alors qu'elle est pour l'instant une parfaite inconnue, elle a l'occasion de participer au sommet de Sochi, dans la Fédération de Russie, dans le cadre du sommet Russie-Afrique. Et le 24 octobre 2019, une date qui fera date dans l'histoire de l'Afrique, Madame Yamb, lors du sommet, parle d'identité africaine et elle remet en cause de manière éclatante et fondamentale le rôle joué par la France sur le sous-continent africain francophone. Bien entendu, cela n'est pas du goût des autorités françaises et naturellement de leur laquais, le satrape reptilien Alassane Ouattara,
qui, dès son retour, décide en décembre de l'arrêter, de la mettre en garde à vue et de l'expulser de Côte d'Ivoire. Car Nathalie Yambe, je vous l'ai dit, elle est camerouno-suissesse. Elle n'a pas la nationalité ivoirienne. Elle a donc été expulsée de son pays d'adoption. Alors, on l'accuse de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Je vais vous donner l'occasion d'écouter un extrait du discours de Sochi, puisque désormais, Nathalie Yambe est surnommée, elle s'est surnommée la dame de Sochi à juste titre. Je vous laisserai l'occasion d'écouter ce discours. Et dans vos commentaires, dites-moi si effectivement ce discours est incompatible avec l'intérêt national de la Côte d'Ivoire et même de toute l'Afrique francophone. Depuis qu'elle a été expulsée, ce qui finalement a constitué un tremplin à sa popularité en Afrique, Nathalie Yambe est désormais très active sur les réseaux sociaux, tenant des propos toujours aussi virulents, pertinents, contre le gouvernement de Ouattara, mais aussi de la politique française en Afrique. En février 2020, il y a de cela 2 ans, Madame Yambe déplore le silence de l'Union africaine par rapport aux thématiques qu'elle aborde. Et on comprend ce silence d'une institution qui est financée par l'Union européenne et donc finalement à la solde des bailleurs de fonds qui lui permettent d'exister. En 2021 et en 2022, son militantisme s'engage dans une voie radicalement anti-occidentale, dénonçant notamment le néocolonialisme français. Parallèlement, Nathalie Yambe soutient la ligne russe sur le conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, elle est considérée par ses détracteurs, ses opposants, comme étant un agent russe. Comme si les Russes savaient ce qu'elle dirait lorsqu'elle est venue à Sochi. Madame Yambe, et je termine là pour sa biographie, exerce aujourd'hui son militantisme au travers des réseaux sociaux. Elle a 200 000 abonnés sur Twitter et 160 000 sur YouTube. Et il ne se passe pas un mois sans que nous ayons à avoir de la part de Madame Yambe une vidéo très instructive qui nous apprend certaines choses souvent cachées qui expliquent la situation peu reluisante du continent. Je voudrais maintenant, après cette brève biographie de Nathalie Yambe, vous faire écouter le discours de Nathalie Yambe. Discours qu'elle a fait à Sochi. C'est assez long, mais je veux que vous l'écoutiez pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle dit et finalement de quoi on l'accuse, puisqu'il est question aujourd'hui de la faire mourir. Alors, soyez un tout petit peu patient, car ce qu'on dit là est néanmoins très important. Et je voudrais que vous preniez le temps d'écouter ce que va dire Nathalie Yambe pendant 9 minutes et 10 secondes. Écoutez. Je souhaite en premier lieu remercier les autorités russes et la Team Afrique pour m'avoir permis de venir exprimer mon point de vue, celui de mon parti et celui du professeur Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. Pourtant, force est de constater que, après l'esclavage,
après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination. Elle applaudit. Le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO, et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. La vérité, rien que la vérité. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Les pays d'Asie ont appris à commercer avec les investissements directs étrangers, alors que nous, on nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous, nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer. Cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de 30 ans, une position géostratégique, d'immenses ressources minières, naturelles, agricoles et surtout humaines. Sur le plan militaire, la présence de la Russie, qui n'y a pas de tradition coloniale, peut permettre de rééquilibrer les choses dans les pays francophones. Et je crois que l'exemple centrafricain dont Madame la ministre de la Défense pourrait mieux nous entretenir est l'un des plus parlants. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple un énorme besoin de formation militaire et de restructuration de l'armée. Sur le plan économique, la promesse de Sochi doit être celle de la rupture avec le huis clos actuel appauvrissant où la France semble avoir verrouillé les domaines de l'eau, de l'électricité, des routes, des ponts, des ports, par des monopoles protégés par les gouvernements respectifs ou par des passations de marché de gré à gré sans appel d'offres, pour que nous puissions enfin nous diriger vers une ouverture de l'économie à tous, notamment aux industries et entreprises russes, dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques, de la transformation industrielle, de l'éducation, de la formation, il y en a plein. Le littoral ivoirien, par exemple, qui alterne les lagunes, les fleuves et la mer, est long de 570 km
et regorge d'un potentiel encore inexploité ou sous-exploité dans le transport maritime et lagunaire, dans le désensablement des embouchures de fleuves qui peuvent devenir navigables, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'habitat de luxe, le transport lagunaire entre les villes du littoral, compte tenu de l'état désastreux de nos routes. Enfin, sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs à l'ONU, l'Afrique n'a pas non plus besoin de nouveaux propriétaires, mais la Russie y a sa place comme un partenaire dans une logique de Commonwealth, d'enrichissement partagé, de collaboration vivifiante et innovante entre les secteurs privés respectifs. Le monde bouge, les lignes évoluent. L'année prochaine, 2020, est celle d'élections présidentielles au Togo, au Burkina Faso, au Niger, en Centrafrique, en Guinée et en Côte d'Ivoire, pour ne parler que de l'Afrique francophone. Espérons que celles-ci verront l'arrivée au pouvoir de dirigeants réellement choisis par les peuples, qui privilégieront enfin l'ouverture sur le monde et de nouvelles et innovantes opportunités d'affaires à l'asservissement bête et stupide aux colons d'hier et d'aujourd'hui. Je vous remercie. Ça, c'est le style Nathalie Yamb. Percutant, direct, incisif. Naturellement, ça ne plaît pas à la France et à ses valets. Mais vous venez d'écouter le discours de Nathalie Yamb, qui lui a valu d'être expulsé par le valet de la France, ivoirien, le reptilien satrape Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, qui lui vaut ces menaces de mort de la part du maître néocolonialiste. Qu'est-ce que Nathalie Yamb a dit là, qui n'est pas la simple vérité? C'est un discours qui est authentique, c'est un discours qui est pertinent, c'est un discours qui prend corps dans la réalité que nous vivons en Afrique chaque jour, où alors que nous sommes assis sur les mines d'or, les mines d'uranium, les mines de manganèse, sur les richesses les plus importantes de la terre, nous croupissons néanmoins dans la pauvreté. Alors dénoncer cela doit soulever le courroux d'Alassane Ouattara, doit soulever l'ire de M. Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Mme Yamb a dit là, qui est fallacieux? Est-ce que ce sont des propos spécieux, c'est-à-dire qui ont la forme de la vérité, mais en réalité sont mensongers? Est-ce là? Est-ce là le discours de Mme Yamb? Non. C'est un discours de vérité et qui ne plaît pas. Car la France a besoin d'entretenir publiquement une image de développement, une image d'une nation étrangère prospère, la France, qui vient aider le continent africain. Voilà le discours qui est tenu officiellement et qui est relayé par ces médias de propagande que sont RFI, TV5 et France 24. Voilà le discours de ruse que Nathalie Yamb est en train de démonter en disant que ce n'est pas cela la vérité. Mais elle le dit, alors que nous tous le constatons. Pourquoi elle le dit? Mais parce qu'elle est courageuse. Aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, mais ce sont des hommes et des femmes courageux. Ce ne sont pas de nouvelles idées. Les idées, nous les avons. Maintenant, il nous faut avoir le courage de les mettre en application. Mais le courage relève maintenant d'une autre qualité morale. Il n'est plus question de qualité intellective ou intellectuelle. Il est question de qualité morale, de qualité mentale. Accepter de prendre des risques sur sa propre vie pour voir le continent avancer. Et c'est ce que Mme Yamb, courageusement, a fait le 24 octobre 2019 à Sochi, en Russie. Ce discours, naturellement, est apprécié par les néo-panafricanistes. Mais
décrié par les France-Africains, décrié par la France-Afrique et naturellement son maître et ses organes de presse. Alors, un petit florilège de ce qui se dit sur Nathalie Yamb depuis sa brillante intervention à Sochi et depuis ses prises de position habituelles et régulières sur le net. Que dit la presse occidentale, surtout française? La presse dit que Nathalie Yamb est un relais de l'opinion de la Russie sur le continent africain. Un relais. Un relais donc la pensée des Russes. Si c'est vrai, alors les Russes sont dans la vérité. Car les Russes disent exactement ce que nous constatons, mais que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes n'ont pas le courage de dire. Et pour certains, la témérité de s'exprimer sur des sujets aussi hautement dangereux. Dangereux pour une position sociale, dangereux pour des privilèges importants que l'on ne veut pas perdre, dangereux pour sa propre vie. Donc on peut faire se taire. Et on laisse prospérer la ligne éditoriale, propagandiste et politique que la France livre au monde entier à travers ses différents organes de presse. Que dit le journal français Le Monde dans sa version du 18 mai 2022? Nathalie Yamb tweet comme elle respire, avec une ligne directrice simple. Chasser d'Afrique la France, ses intérêts, ses soldats et ses laquais installés dans les présidences du continent. Voilà ce que dit Le Monde, dans un style très ironique, comme si Le Monde n'a pas, pour un journal aussi sérieux, la capacité de reconnaître le caractère authentique et pertinent du discours de Madame Yamb, qui n'est en rien décalé des vérités que les Africains avisés constatent sur leur propre continent. Alors, comme cette dame parle trop, il faut qu'elle se taise, car c'est ainsi que la France procède. Et je vais maintenant entrer dans la deuxième partie de cette conférence en vous donnant les méthodes de la France et les actes qu'elle a posés qui traduisent bien que cette méthode efficace mais ignominieuse est encore en vigueur aujourd'hui, en 2022. Aujourd'hui, des rumeurs d'assassinat qu'il faut perpétrer sur la personne de Nathalie Yamb bruissent. Et il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, nous devons faire attention, car beaucoup des nôtres ont été tués par la France Afrique, par les services français secrets. Et on a toujours vu que le bras armé africain. Et donc, la France ne s'est jamais inquiétée. Puisque lorsque on a tué Thomas Sankara, par exemple, jamais les Africains n'ont attaqué François Mitterrand ou Guy Pen, qui à l'époque était en charge de ces questions. Jamais. La France n'a attaqué Jacques Chirac, qui à l'époque était le Premier ministre. On a vu Blaise Compaoré, et on s'est arrêté là. Le simple bras armé qui a tiré. Mais jamais on est remonté jusqu'au cerveau qui a pris la décision d'éliminer le capitaine Thomas Sankara un 15 octobre 1987. Mais nous voulons dire à la France, qui se prétend une nation civilisée, et qui donc a rejeté la barbarie et donc les méthodes barbares de violence et de brutalité. Nous disons à cette France, si vous avez la possibilité d'apporter des arguments intellectuels, rationnels, qui remettent en cause le propos de Madame Nathalie Yamb, mais nous sommes disposés à vous écouter. Venez faire la démonstration que l'Afrique va s'en sortir avec des bases militaires françaises. Lorsque nos armées nationales sont réduites à être des milices
au service de dictatures. Venez nous faire la démonstration que les dictatures africaines soutenues par la France-Afrique, donc les dictatures forces africaines, sont le meilleur programme politique qu'il faut pour l'Afrique et son développement. Faites-nous-en la démonstration. Nous sommes prêts à vous écouter. Peut-être allez-vous réussir à nous convaincre. Peut-être allez-vous nous convaincre que vous devez exploiter, vous, nos richesses. Quand nous devons nous contenter des miettes. Faites-nous la démonstration également que nous devons parler votre langue. Nous devons accepter et ingérer votre civilisation. Embrasser vos valeurs, embrasser vos mœurs pour que nous devenions un jour ces Français à peau noire que nous ne serons jamais, car nous serons toujours rejetés par une nation qui est foncièrement et fondamentalement raciste, car elle a été élevée ainsi depuis le XVe siècle. Alors les Français peuvent toujours protester, apporter des dénégations, mais si pendant plus de 6 siècles, on vous a enseigné que l'homme noir était un être inférieur, vous pouvez avoir le discours le plus diplomatique, le plus élégant. Il reste que certaines phrases, certains comportements traduiront que vous restez attaché à cette réalité de la suprématie de la race blanche, de la suprématie aryenne sur les autres races, notamment la race noire. C'est ce sentiment que vous avez au fond, de nous considérer comme des animaux et qui vous empêche d'accepter d'avoir avec nous un débat. Un débat dans lequel vous n'aurez aucune chance de nous convaincre que c'est par la dictature, que c'est par des bases militaires qui peuvent nous tuer, car elles instruisent nos milices nationales africaines, que c'est par une langue étrangère, que c'est par la prédation de nos ressources et la spoliation de nos populations africaines que nous allons nous en sortir. Faites-nous-en la démonstration. Et si vous nous convainquez, nous sommes prêts à participer avec vous à l'assassinat de Mme Nathalie Yamb, car vous nous aurez convaincus et vous nous aurez livré la vérité. Or, je crains malheureusement que vous n'arriverez jamais à nous convaincre que Nathalie Yamb se trompe. Pourquoi? Parce que le combat qu'elle est en train de mener là, depuis 2019, et que d'autres ont mené avant elle, eh bien c'est le combat que vous, Français, avez mené contre la dictature monarchiste de Louis XVI. Et vous le savez. Vous savez que les valeurs que nous défendons sont les valeurs de liberté que vous avez promues dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors vous n'aurez jamais d'argument à nous avancer, car il nous suffira simplement de vous renvoyer à vos propres valeurs, qu'aujourd'hui vous piétinez, car vous considérez que nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des animaux. Et les animaux n'ont pas besoin de bénéficier d'une déclaration des droits de l'homme. Eh bien nous vous disons non, car bien avant 1789, bien avant 1793, date de la Déclaration des droits de l'homme, nous avions la charte du Mandé en 1233. La charte du Mandé au XIIIe siècle, quand vous étiez en plein Moyen-Âge, en plein système féodal, en plein système moyenâgeux, en plein système médiéval. Vous ne représentez encore rien. Vous vivez dans l'obscurantisme catholique, dans les famines, les pestes, le choléra. Vous êtes devenus riches à partir du XVe siècle, XVIe siècle, quand vous avez accédé à l'Afrique, à l'esclavage, à la colonisation et à la néocolonisation. C'est cela qui vous a enrichi. Et vous ne voulez pas en sortir. Oui, Nathalie Yamb l'a dit, la Grande-Bretagne est partie. Avec son fair play, elle a proposé le Commonwealth. L'Espagne est partie. Elle n'avait qu'une petite colonie, la Guinée équatoriale et le petit Sahara occidental. Elle est partie. Toute sa force reposait en Amérique du Sud. Le Portugal est parti au prix de guerre. Le Portugal a livré la guerre, a envoyé des soldats portugais en Afrique, au Mozambique, en Angola, pour y rester. Ils ont été vaincus. Je parlais des Afriques qui se sont libérées. Eh bien, ce sont ces Afriques-là. Les Afriques qui ont mené des guerres d'indépendance et qui sont venues à bout du joug colonialiste britannique, portugais et espagnol. La France, elle, refuse. Et a mis en place un dispositif hautement pernicieux, mais ô combien efficace. Car elle ne débat pas.
car elle n'a aucune chance de convaincre. Ce qu'elle fait, elle tue le débatteur. Et ainsi, elle met un terme au débat. Et donc, elle a raison. La France a procédé à beaucoup d'assassinats. Elle a assassiné toutes les personnes, tous les esprits africains qui se sont opposés à sa vision. Et qui souvent se sont opposés de manière pacifique, car ils ont au début commencé par des négociations, estimant que la France, nation civilisée, était portée à débattre plutôt qu'à tuer. Mais l'histoire nous a montré que la France ne débat pas. Lorsqu'elle est en position de force, elle tue. Et ainsi, elle a raison. Plus de débatteurs, plus de débats. J'ai raison. Et je continue. Au Cameroun, commençons par ce pays, le Cameroun, ancienne colonie allemande, puis mise sous tutelle de la Société des Nations, avec pour parrain, d'une part, la Grande-Bretagne et d'autre part, la France, après la Première Guerre mondiale, puis mise sous tutelle de l'ONU, avec toujours les mêmes parrains. La France, alors que la Grande-Bretagne, dans sa logique de fair play, était prête à accepter que la partie anglophone soit indépendante, la France n'en voulait pas d'indépendance au Cameroun. Et pourtant, Ruben Oumyobé négociait, demandait que l'ancienne colonie allemande, qui n'a jamais été une colonie française, accède à l'indépendance. Et on raconte que Oumyobé faisait chanter la Marseillaise à ses militants pour montrer à la France que le combat qu'elle a mené en 1989 était le même combat que lui, il menait à la fin des années 50. Et que la France devait être sensible à ce combat, car elle a eu à le faire 2 siècles avant. Et il montrait ainsi qu'il n'était pas un adversaire de la France, car il s'autorisait à chanter l'hymne national de ce pays. Mais qu'a fait la France? La France l'a proprement assassiné en septembre 1958. Et elle a traîné son corps pour que les villageois aient peur et refusent de rejoindre les rangs désormais des rebelles, mais nous devons dire des révolutionnaires UPCistes, l'Union des populations du Cameroun. La France a assassiné Ruben Oumyobé. Il faut le dire. Ensuite, Félix Moumié a pris le relais, est devenu le président de l'UPC. En novembre 1960, il a été assassiné, empoisonné à Genève par un agent secret français, William Bechtel. Ensuite, Osende Afana, également compagnon de Oumyobé et de Moumié, a été assassiné, lui, en mars 1966. Il a été décapité dans la forêt, car c'était un maquisard, c'était un révolutionnaire qui avait pris les armes, car la négociation avec la France ne passait pas. Il a fallu qu'en janvier 1971, on fasse un faux procès à Ernest Wandier, qui avait pris le relais après la mort de Sendé Afana. Il a fallu qu'on lui fasse un faux procès et qu'on l'exécute en janvier 1971 pour que la France-Afrique décapite ainsi l'UPC et gagne donc ce combat. Du moins pour l'heure, car l'UPC existe encore et a ses représentations, tenez-vous bien, en France. Voici les noms célèbres. Et il y en a d'autres. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas être long avec le Cameroun. Car ici, la France a refusé le débat. Allez sur Facebook, allez sur Google, pardon. Vous verrez la pointure intellectuelle de ces personnes de qualité que la France a assassinées, qui entendaient débattre avec la France, qui croyaient qu'elle allait accepter d'échanger, de voir comment est-ce qu'on peut s'entendre. Elle a refusé. Étant en position de force, elle a préféré l'usage de l'arme, l'usage de la cartouche pour avoir raison. Si Oumyobé avait été président du Cameroun, si Roland Moumié, Osende Afana, Ernest Wandier avaient été les responsables au gouvernement
de la République du Cameroun, je puis vous assurer, sans l'ombre de me tromper, que le Cameroun aurait eu un autre visage. Car des hommes de qualité, des hommes de valeur auraient été à la tête d'un pays qui dispose de ressources naturelles et humaines capables de le développer, sans l'aide d'une prétendue puissance coloniale bienfaitrice. Le Centrafrique. La France, en mars 1959, a assassiné proprement Barthélemy Boganda, le seul homme d'Afrique centrale qui a prôné le panafricanisme et qui n'a pas eu le temps de diffuser cette pensée dans cette région francophone. Tant et si bien que ce concept-là, en Afrique centrale, nous semble très lointain, nous semble évanescent, nous semble mythique, alors qu'il est pourtant bien réel. Car ayant assassiné Boganda, la France avait désormais un boulevard pour imposer sa vision étriquée des États-nations. Boganda proposait aux Africains les États-Unis d'Europe, d'Afrique latine, pardon. Les États-Unis d'Afrique latine. Voilà le projet que proposait Barthélemy Boganda. Un projet qui ne pouvait pas aller avec celui de Gaulle, qui entendait nous balkaniser, nous rendre faibles pour mieux nous dominer. Enfin, pendant la colonisation, l'Afrique centrale était appelée Afrique équatoriale française, avec un haut commissaire ou un gouverneur qui gérait l'ensemble de ces territoires. Et pourquoi, lors des indépendances, il a fallu qu'on morcelle cette région, si ce n'était pas pour mieux diviser. Et tous ceux qui ont prôné le rassemblement des Africains, comme Boganda, ont été purement et simplement assassinés. Pourtant, un débat était possible. Non, la France n'en a pas voulu. Elle est en position de force, elle tue les débatteurs et elle met ainsi un terme au débat et elle a raison. Au Togo, en janvier 1963, la France fait assassiner le président de ce pays, Sylvanus Olympio, qui voulait instituer une monnaie nationale. Il devait le faire le 14 janvier et il a été assassiné le 13. Parce qu'il fallait empêcher qu'une autre logique existe au Togo. Empêcher cela, mais participer à ce qu'une autre logique s'impose, celle des Ayadema, père et fils, avec les résultats que nous connaissons. Un Togo pourtant riche de son phosphate et d'autres minéraux, et qui malheureusement présente les aspects d'un pays pauvre très endetté. Le Mali. Parlons du Mali. Mais le Mali des années 60 avait pour leader Modibo Keïta, panafricaniste convaincu, homme politique de talent, grand par la taille comme par l'âme, par la grandeur d'âme, par la vision politique. Modibo Keïta, parce qu'il ne plaisait pas à la France, à travers ses idées indépendantistes, à travers sa vision panafricaniste, a subi un coup d'État en novembre 1968, mené par le lieutenant Moussa Traoré, un proche militaire qui a évolué dans l'armée française. Il a été, dès 1968, mis en prison et on pense qu'il a été assassiné car en mai 1977, il a rendu l'âme. Au Gabon. Au Gabon, mon pays, Jean-Hilaire Obama a été épargné, c'est vrai. Il a dû se contenter de la prison et de l'exil. C'est déjà pas si mal. Mais pourquoi Jean-Hilaire Obama a subi ce triste sort? Lui qui présentait pourtant toutes les qualités pour être le premier président du Gabon, au regard de son pédigré. Mais parce qu'il avait tenu un discours très indépendantiste lors du sommet de Brazzaville, organisé par De Gaulle en 1944. Ce fut la conférence de Brazzaville en 1944 sur laquelle Laurent Gbagbo a fait d'ailleurs une très bonne thèse, un très beau livre. Jean-Hilaire Obama avait annoncé très clairement des positions souverainistes
qui n'était pas de nature à plaire à la France. Il a donc été écarté au profit de Léon Mba. Mais il aura échappé à l'assassinat. D'autres ont eu moins de chance. D'autres ont eu moins de chance. Je pense notamment aux militaires qui ont tenté de le mettre au pouvoir, car ils avaient vu que c'était un nationaliste, un souverainiste, un patriote, à la différence d'un Léon Mba de moindre qualité, qui était un affidé, un affilié de la France, un valet servile de la France. Alors, un jour de février 1964, des militaires courageux, patriotes, dont je vais ici citer les noms, Essono, le lieutenant Essono, le lieutenant Ndoedou, le lieutenant Mambo et 13 autres soldats courageux ont décidé de changer le cours de l'histoire. Et ils ont été tous assassinés au camp Baraka. 150 militaires, gendarmes et policiers ont participé à ce coup d'État sans que le sang ne coule. Un coup d'État, dirons-nous, sympathique. Mais qu'a fait la France en représailles? Elle les a massacrés pour envoyer un message aux militaires gabonais. Le premier qui va recommencer à faire ce genre d'ineptie subira le même sort. Rien n'aurait amené les Français à tuer des militaires qui, en déposant Léon Mba, n'ont pourtant ôté la vie à personne. Rien ne pouvait l'expliquer. Ils l'ont pourtant fait. Ils l'ont fait pour que cela serve de leçon. Effectivement, la leçon a été bien apprise. Jusqu'à ce que, en août 1985, un militaire courageux, Alexandre Manzango-Kuta, décide de faire un coup d'État. Après avoir suivi ce qui s'était passé au Burkina Faso chez un de ses collègues du nom de Thomas Sankara. Il a été exécuté en août 1985. Mais avant lui, Germain Mba Nguema, opposant au monopartisme, a été assassiné par un corsaire, un mercenaire de la France, Robert Denard, dit Bob Denard. Ce coup, cet assassinat, où le corps de Germain Mba n'a jamais été remis à sa famille. Son corps, comme celui de Patrice Lumumba, a disparu. Et bien, un jour de septembre 1971, Germain Mba a été refroidi par Bob Denard, par la France-Afrique, par la volonté de la France. Et à l'époque, le président était Georges Pompidou. En décembre 1989, c'est Doukagas Ziengi, un opposant au régime de Omar Bongo, proche de Pierre Mamboundou, qui a été assassiné. En mai 1991, c'est Renjambe Issani que l'on a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Il avait été probablement assassiné par les services secrets français avec l'aide du pouvoir. Cet homme dérangeait. Les positions qu'il prenait, notamment lors de la conférence nationale, ne pouvaient pas plaire à la France. Il fallait l'éliminer. Il a été éliminé. Pas de débat. Le dernier en date, au Gabon, que nous pouvons citer, c'est Fabien Méré, le brillant avocat, le tribun politique, mort dans des circonstances non élucidées en France, certainement par les agents secrets qui appréciaient de moins en moins ces diatribes sur la place du Trocadéro. Ces diatribes de plus en plus anti-France-africaines, car ils montraient à la France son hideux visage de colonialiste, méprisant à l'endroit d'une Afrique qui pourtant ne souhaite qu'avoir de bons rapports avec tous les pays du monde, dont la France, malgré le passif historique que cette France a en Afrique. Le Congo-Brazzaville, après le Gabon. Massamba Deba, président du Congo, a été exécuté en mars 1977. Parce que, homme intègre et rigoureux, il voulait donner à son pays le meilleur. Position que la France ne veut pas. La France ne veut pas que les hommes de qualité en Afrique dirigent.
Que ce soit au Gabon, que ce soit au Mali, que ce soit au Togo, la logique est la même. On ne veut pas que les hommes de qualité dirigent nos États. Mais enfin, quel résultat peut-on avoir si des médiocres sont aux affaires? Vous prenez un exemple. Nous avons une classe. Nous devons la représenter au concours du meilleur de la classe. Si, comme cela semble logique, nous proposons le meilleur de la classe, il est clair qu'il nous fera honneur. Et si c'est le médiocre que l'on met comme représentant de la classe, mais quel résultat peut-on avoir au retour du concours? On n'aura jamais un résultat de qualité. Bien au contraire, la classe aura honte, car son représentant n'aura pas été à la hauteur. Et on le savait tous quand il partait, étant le médiocre. Mais quel résultat peut-on attendre d'une Afrique francophone lorsque la France met les médiocres à la tête de nos États, qui feront ces 4 volontés? Elle pourra ainsi s'enrichir et se développer, quand nous continuons à crouler sous la misère. Donc Massama Deba a été assassiné en mars 1977. Il a été exécuté. Au Burkina Faso, des coups d'État se sont succédés, depuis Maurice Yameyogo jusqu'à celui de Thomas Sankara. Saïd Zerbo a fait l'objet d'un coup d'État. Jean-Baptiste Ouédraogo a fait l'objet d'un coup d'État. Ces présidents n'ont jamais été assassinés. Mais le coup d'État du 15 octobre 1987 a coûté la vie de Thomas Sankara et à ses compagnons. C'est le coup d'État le plus sanglant du Burkina Faso, et peut-être même l'unique. La France a pris la décision de tuer une icône qui portait l'espoir. Et la phrase, le groupe de mots que nous retenons, c'est l'espoir assassiné. L'espoir assassiné de celui qui nous pensait, qui nous disait qu'il fallait qu'on ose inventer l'avenir. Voilà ce que fait la France. Des brillants, des valeureux Africains. Une croix au cimetière. Au Tchad, en 1975, bien avant Thomas Sankara, c'est Ngarta Tombalbaye qui a été victime d'un coup d'État où il a été assassiné. Pourquoi? Parce que le président tchadien, Tombalbaye, avait pris la décision de s'éloigner de la France et d'aller de plus en plus vers d'autres puissances. On imagine donc l'URSS de l'époque, ou peut-être même la Chine. La France n'a pas voulu discuter, n'a pas voulu comprendre cette position. Elle a décidé purement et simplement de l'éliminer. Et aujourd'hui, ceux qui sont en âge de comprendre des choses savent qu'en 2011, Muammar Kadhafi, qui n'est pas dans le giron france-africain, mais qui avait une vision panafricaniste, a été assassiné par la coalition occidentale, sous l'égide des États-Unis, et avec comme bras armé, comme tête de pont, la France de Sarkozy. Voyez-vous, la France ne considère pas la vie des Africains. Il tue un Africain comme il tuerait un bélier, un mouton, un animal qui dérange. Nous n'avons plus continué à accepter cela. Nous devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter. C'est la seule façon de faire entendre raison à la France, puisqu'elle ne veut pas de débat. Et puisqu'elle assassine en permanence nos meilleurs éléments. Donc si l'Afrique veut avancer, nous devons protéger nos meilleurs éléments et donc affronter la France sur le terrain de la violence qu'elle a choisi. Qu'elle a choisi, car toutes ces personnalités, quand vous lirez leur histoire, elles ont commencé par négocier. Mais si vous avez une France colonialiste, raciste, méprisante, qui n'accorde aucun crédit à l'intelligence africaine, eh bien elle considère qu'elle n'a pas à traiter avec, entre guillemets, des cafards. Elle les écrase. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc ça vous donne une idée, véritablement, la manière dont les Français conçoivent le rapport discursif avec l'Afrique. Ce rapport n'existe pas. Elle établit un rapport de peur ou de mort.
Si vous choisissez la peur, vous êtes épargné. Si vous décidez de vous exprimer et de contester, vous êtes assassiné. Nous n'allons plus tolérer cela. Nous le disons avec la plus grande sérénité et le plus grand calme. Nous n'allons plus tolérer cela. La nouvelle génération africaine n'acceptera plus que la France la méprise ou la tue. Lorsque cette jeunesse africaine, cette génération africaine lui porte la contradiction. Une contradiction rationnelle, objective et intelligente. Nous voulons avoir en retour un débat entre personnes civilisées. Quand la France n'arrive pas à vous assassiner, elle tente néanmoins de le faire. Car parfois, elle n'arrive pas à assassiner. Oui, Ahmed Sékou Touré, l'homme du non, en 1958. Eh bien, de cette date où son pays est devenu indépendant, jusqu'à ce qu'il ait perdu la vie, en 1984, Sékou Touré, le président de la Guinée-Conakry, a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat ou de coup d'État, orchestrées secrètement par les services secrets français et donc par la France-Afrique et donc par le président de la France. Tous les présidents de la 5e République qui sont succédés de 1958 à 1984, donc de Gaulle à Pompidou, de Pompidou à Giscard d'Estaing, de Giscard d'Estaing à Mitterrand, tous ont fomenté des coups d'État contre Sékou Touré pour tenter de l'assassiner. Est-ce ainsi qu'on discute avec des partenaires? Je ne le pense pas. Assimi Goïta, que nous suivons avec beaucoup d'attention, a fait l'objet déjà de 2 tentatives d'assassinat. 2. D'abord, le 20 juillet 2021, pendant la fête de la Tabaski, où un assaillant dont on n'a jamais livré l'identité a bondi sur le chef de la transition pour l'égorger, justement comme un mouton de la Tabaski. Heureusement qu'il a été maîtrisé par le service d'ordre. Et le 17 mai 2022, très récemment, une tentative de coup d'État a été déjouée. Et nous savons tous qu'elle a été orchestrée par la France. Les méthodes françaises ne changent pas, quelles que soient les époques, parce que son logiciel est le même. Dominer l'Afrique par la peur, et ceux qui osent braver cette peur par la mort. Faustin Archange Touadéra a fait l'objet également de plusieurs tentatives d'assassinat. La plus éclatante, c'est celle de Juan Rémy Quignolo, qui a été arrêté le 10 mai 2021 parce qu'il tentait de déstabiliser l'État centrafricain en faisant mourir le président Faustin Archange Touadéra, qui a décidé de développer une coopération multilatérale positive pour son pays et peut-être pour l'Afrique centrale. Ce n'est pas du goût de la France, qui décide là aussi de ne pas discuter, d'imposer ou de tuer. Ces tentatives d'assassinat se font sur les chefs d'État en poste qui contestent, mais de plus en plus sur les leaders d'opinion, les influenceurs des réseaux sociaux, qui disent la même chose que les chefs d'État, dans des termes, c'est vrai, beaucoup plus verts, beaucoup plus prononcés, beaucoup plus impertinents. Kémy Séba fait l'objet de plusieurs arrestations, de plusieurs menaces. Nathalie Yamb, aujourd'hui, pour laquelle cette vidéo a été faite, vidéo que nous lui dédions d'ailleurs, aujourd'hui menacée de mort. Et que dire du professeur Franklin Nyamsi, qui subit des menaces quant à son emploi, qu'il exerce pourtant avec haute compétence? Et que dire de Ngouma Donald, l'homme du métro? Chaque fois que un influenceur prend la parole, il est menacé. Et récemment, on a appris que Mohamed Konaré, qui est activiste malien vivant en Italie, a également fait l'objet de menaces de mort. Mais pourquoi la France ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, elle doit pouvoir débattre? Elle a des esprits brillants. On nous a enseigné les brillants esprits français. Mais ils sont capables de venir nous convaincre. Et s'ils ne peuvent pas nous convaincre, ils acceptent alors, avec humilité, qu'ils ont tort. Et ils laissent l'Afrique
se gérer elle-même. Car après tout, il est question là d'Afrique. Nous sommes des Africains, nous parlons d'Afrique. Pourquoi la France viendrait-elle parler d'Afrique aux Africains? C'est le temps de la colonisation. Et ce temps est révolu. Alors, je vais donner, avant de conclure ce direct, je vais donner maintenant mon sentiment profond sur le logiciel France-Africain. Pourquoi les Français se comportent ainsi? Je l'ai dit plus ou moins déjà, si vous avez suivi dans les propos que j'ai tenus quand j'ai développé le premier chapitre et le second. Il y a d'abord, sur le plan psychologique et mental, dans l'esprit de la France, France africaine, il y a d'abord ce racisme qui fait croire à la France, aux Français, aux Français-Africains, qu'ils sont une race supérieure, qui doivent dominer les races inférieures, et au nom de race inférieure, la race noire. Ils ont ce sentiment de supériorité suprémaciste. C'est intérieur. Ils ne disent pas qu'ils sont suprémacistes, ils ne disent pas qu'ils sont racistes, ils ne vous diront jamais qu'ils sont supérieurs. Mais en réalité, ils en sont convaincus. Ils en sont foncièrement convaincus. C'est donc un élément qui vient en obstacle au débat. Ensuite, il y a, sur le plan intellectuel, il y a l'impossibilité pour la France de faire la démonstration que la vision qu'elle a pour l'Afrique, la vision actuelle qu'elle a pour l'Afrique, est salutaire pour nous. Comment faire la démonstration que une dictature est ce qu'il faut pour que les Africains se développent? Je demande à savoir. Si elle arrive à le faire, on lui dira, il ne fallait donc pas sortir la dictature monarchiste du XVIIIe siècle. Il fallait en rester. Si vous êtes en sortie et que vous êtes des hommes, vous comprenez qu'aucun pays ne peut accepter de vivre privé de liberté, d'imagination. Donc, elle ne pourra jamais, sur le plan intellectuel, nous faire la démonstration que sa vision colonialiste, sa vision impérialiste est bonne pour l'Afrique. Elle ne le pourra pas. C'est le deuxième argument. L'impossibilité intellectuelle de faire la démonstration que son approche impérialiste est bonne pour les Africains. Et enfin, le troisième argument, qui milite pour qu'il n'y ait pas de débat, c'est que lorsqu'il y a des résistances, eh bien, elles procèdent tout simplement à l'assassinat. Voilà le logiciel France-africain à l'endroit des Africains. Voilà le logiciel de l'élite dirigeante française, de la 5e République. C'est cela son logiciel. C'est-à-dire tuer le débatteur, ainsi vous arrêtez le débat, et enfin vous avez raison. C'est cela le logiciel. Eh bien, tant que la France ne sera pas arrêtée dans ce programme, dans ce logiciel, elle va poursuivre. Elle a commencé, je vous l'ai dit, en 1958, le plus loin possible, avec l'assassinat de Ruben Omniobé. Eh bien, elle a tenté de le faire en 2022. En 2022. Et donc, nous considérons que désormais, nous devons prendre notre responsabilité devant l'histoire. Si la France essaye encore de toucher à un seul cheveu d'un chef d'État patriotique, un chef d'État souverain, un chef d'État indépendantiste, ou si elle veut s'attaquer à un influenceur néo-panafricaniste, alors elle nous aura en face d'elle. Nous avons dit qu'une vie vaut une autre vie. La vie d'un Africain vaut la vie d'un Français. Si la France met un terme à la vie d'un Africain qui pourtant prône le développement du continent, alors qu'elle ne soit pas surprise que les Africains mettent un terme à la vie de quelques Français qui vivent en Afrique. Le jour où cela se produira, la France arrêtera, je le crois, de procéder à l'assassinat. Le jour où nous allons opposer une représaille, je suis persuadé que la France ne va plus jamais s'attaquer par l'assassinat à un homme politique. Elle ne le fera plus. Car il faudra expliquer aux Françaises et aux Français de France
pourquoi on a pris à partie les Français d'Afrique après la mort d'un Africain qui voulait que son continent se développe. Elle ne pourra plus le faire. J'en suis persuadé. Si elle veut avoir de nouveaux rapports avec l'Afrique, qu'elle accepte le débat. Nous parlons sa langue, nous savons sa façon de réfléchir, nous connaissons ses valeurs, mais nous parlons aussi notre langue, nous avons notre façon de réfléchir et nous avons notre valeur. Nous pouvons discuter. Cela reste possible. Mais si elle envisage le rapport de force, la brutalité, la violence, la mort, qu'elle sache qu'elle n'a pas ce privilège, qu'elle n'a pas ce monopole de la violence. Pour ne pas dire le monopole du cœur, comme certains. Voilà le message que je voulais adresser à la jeunesse gabonaise, particulièrement dédié à Nathalie Yamb, qui est notre égérie néo-panafricaniste, notre muse, femme qui doit inspirer le combat de la jeunesse, notamment les jeunes filles, qui doivent trouver en elle le modèle idoine. Le modèle idoine, à la fois de beauté, c'est vrai, d'élégance et d'intelligence. Enfin, la supplique. La supplique. La supplication. Je prie les jeunes Gabonais. Je ne m'adresse pas aux gens de ma génération qui, pour la plupart, n'ont plus de cheveux. N'ont plus de cheveux. J'ai 55 ans. Un demi-siècle et 5 ans. Et si Dieu le veut, si Amen le veut, si Imana le veut, si Eyo le veut, peut-être vivrai-je encore 20 ans, 25 ans, 30 ans, que sais-je. Si naturellement, les petits cochons france-africains ne me mangent pas. Mais à 55 ans, je tresse mes cheveux. Donc, sur le plan déjà culturel, je mets en valeur le cheveu crépus. Ce que ne font pas nos femmes africaines qui portent en permanence des tissages raides, comme pour singer les femmes blanches. Non, nous sommes africains, Dieu a voulu qu'on ait des cheveux crépus, nous les valorisons, nous les hommes, nous les valorisons aujourd'hui. Car c'était autorisé dans les traditions africaines. Les guerriers portaient des cheveux tressés. J'ai dit donc aux jeunes Gabonais de se tresser les cheveux comme le charismatique. Tressez-vous les cheveux. Je veux savoir le nombre de jeunes Gabonais qui suivent mes vidéos, qui écoutent ce que je dis et qui sont convaincus de la véracité de mes propos. S'ils sont convaincus, s'ils savent que nous avons mené un combat contre la France-Afrique, eh bien qu'ils soient des guerriers et qu'ils rentrent dans les rangs de cette lutte anti-France-africaine. Et chaque guerrier a pour casque les cheveux tressés. Nous ne menons pas une guerre au couteau, ni au sabre. Nous menons une guerre intellectuelle. Mais nous privilégions aussi d'autres recours, car nous connaissons notre adversaire. Mais pour savoir combien de soldats nous avons dans notre armée anti-France-africaine, il faut pouvoir les compter. Et dans la rue, il me sera loisible de les compter en voyant ceux qui ont les cheveux tressés comme moi. Donc, à tous les jeunes qui ont entre 18 ans et 35 ans, à tous les jeunes Gabonais qui veulent voir les choses changer dans leur pays, à tous les jeunes Gabonais qui croient qu'ils ont la capacité de changer le destin de leur pays par leur volonté, par leur détermination, par leur force, par leur action, je leur demande de se tresser les cheveux comme moi. Et quand nous serons nombreux, les gens comprendront que le message que nous passons aujourd'hui est en train de s'imprégner dans la conscience de la jeunesse gabonaise et que cette dernière est de plus en plus prête à prendre son destin en main. Voilà le message du jour. Je remercie tous les jeunes Gabonais et jeunes Gabonaises qui ont suivi cette vidéo. Je remercie ceux qui ont mis des cœurs car la vidéo n'a pas été attaquée. Vous avez été très vigilants. Je remercie les jeunes Gabonais et les jeunes Gabonaises qui nous ont suivis par le monde
Et je remercie tous les Africains, finalement, qui sont dans le même pétrin france-africain que nous et qui savent que pour en sortir, nous devons nous mettre ensemble. OTEP à la jeunesse gabonaise du Gabon qui a suivi ce live. OTEP à la jeunesse gabonaise d'Afrique qui a suivi cette communication politique. OTEP à la jeunesse gabonaise du monde quand nous sommes connectés qui a suivi ce live. Et OTEP à Nathalie Yamb pour qui cette vidéo a été faite et que je lui dédie. Passez une bonne journée et nous nous voyons jeudi prochain avec une autre thématique. À bientôt.